Le château du diable. Un cavalier suivait la pente du sentier forestier au crépuscule. Il chantait en mesure avec le pas paisible de son cheval. C'était un homme grand et fort, aux larges épaules et à la poitrine puissante. Ses yeux perçants, jamais en repos, semblaient tout à la fois défier et se moquer. « Oh là !» Il tira soudain sur les rênes de son cheval pour le faire s'arrêter et regarda avec curiosité l'homme qui se levait du rocher où il était assis, au bord de la route. Cet homme était encore plus grand que le cavalier, un homme au corps maigre, portant des habits sombres et austères. Sa mine était sévère, ses traits durs et d'une pâleur extrême. « Un Anglais ? Et un puritain, à en juger par la coupe de ton habit ?» commenta l'homme sur le cheval. « Je suis heureux de rencontrer un compatriote dans ce pays étranger, même si tu me sembles être un compagnon bien mélancolique. Je m'appelle John Silent, et je me rends à Gênes. » « Mon nom est Solomon Kane, » répondit l'autre d'une voix grave et mesurée. « Je voyage de par le monde et n'ai aucune destination précise. » John Silent fixa le puritain avec étonnement. Les yeux froids et profonds soutinrent son regard sans ciller. « Au nom du diable, l'ami, tu ignores où tu te rends présentement ? » « Je vais là où l'esprit me souffle d'aller, » répondit Kane. « Pour le moment, je me trouve dans cette région sauvage et désolée où je suis venu, sans aucun doute, pour une raison qui m'est encore inconnue. » Silent soupira et secoua la tête. « Monte derrière moi, camarade, et cherchons une taverne où loger pour la nuit. » « Je ne voudrais pas fatiguer inutilement ton cheval, ami. Si tu me le permets, je marcherai à tes côtés et bavarderai avec toi, car cela fait bien des mois que je n'ai pas entendu parler en bon anglais. » Comme il descendait lentement le long du sentier, John Silent fixait toujours l'homme du regard. Il nota que le pas de Kane était long et félin, en dépit de son corps efflanqué. Il nota également la longue rapière pendant à son côté. La main de Silent effleura instinctivement le long couteau recourbé fixé à son propre ceinturon. « Tu voyages vraiment à travers le monde, allant d'un pays à l'autre sans but précis, sans te soucier de l'endroit où tes pas peuvent te mener ? Quelle importance, si j'exécute le plan que Dieu a prévu pour moi. » « Par Jupiter, » jura John Silent, « tu es encore plus fantasque que moi. Moi aussi, je parcours le monde, allant à l'aventure, mais j'ai toujours un but bien précis à l'esprit. Pour le moment, j'ai renoncé au commandement d'une troupe de soldats et je vais à Gênes pour m'embarquer sur un navire qui doit combattre les corsaires turcs. Viens avec moi, ami, et apprends à sillonner les océans. » Je les ai déjà sillonnés et les ai trouvés peu à mon goût. Beaucoup se prétendent d'honnêtes marchands alors qu'en réalité, ce sont des pirates sanguinaires. John Silent dissimula un sourire et changea de sujet. « Alors, puisque l'esprit t'a soufflé de traverser cette contrée, as-tu trouvé quelque chose à ton goût ? » ?»« Non, mon ami. Je n'ai rencontré que des paysans mourant de faim, des seigneurs cruels et des hommes vivants en dehors de la loi. Pourtant, je crois avoir fait une bonne action. Il y a seulement quelques heures, je suis tombé sur un pauvre diable qui pendait au bout d'une corde. J'ai réussi à le détacher, alors qu'il avait encore un souffle de vie. » John Silent faillit choir de sa selle. « Comment ? Tu as sauvé un homme du gibet du baron von Steller ? Au nom du diable, tu veux nous faire pendre tous les deux ? Tu ne devrais pas jurer de la sorte. Je ne sais rien de ce baron von Steller, mais il me semble qu'il avait pendu un homme fort injustement. La victime était un jeune garçon, il avait une bonne figure. »« Ouida » lança John Silent avec irritation. « Tu étais vraiment obligé de risquer nos vies en sauvant cet être inutile qui était déjà condamné ? Que pouvais-je faire d'autre ? » demanda Kane avec une certaine impatience. « Je t'en prie, ne me contrarie plus sur ce sujet. Dis-moi plutôt à qui appartient ce château que j'aperçois là-bas, au-dessus des arbres. » « Tu regretterais certainement de mieux le connaître. Aussi hâtons-nous, » répondit durement Silent. « C'est le château du baron von Steller, dont tu as dégarni le gibet. Le seigneur le plus puissant de la forêt noire. Là part le sentier qui monte le long de la montagne et conduit à sa porte. Et voici la route
que nous suivrons, celle qui nous emmènera le plus vite et le plus loin possible de ce cher baron, hors de son atteinte. Il me semble que c'est le château dont les paysans m'ont parlé, réfléchit Ken. Ils l'appellent d'un nom fort déplaisant, le château du diable. Allons voir cela de plus près. Tu as l'intention de monter jusqu'au château, s'écria Silent, en ouvrant de grands yeux. Oui, mon ami, le baron ne refusera certainement pas de loger pour la nuit 2 voyageurs, bien plus. Nous pourrons nous faire une idée de l'homme. J'ai très envie de rencontrer ce seigneur qui fait pendre des enfants. Et s'il ne te plaît pas ? Demanda Silent avec sarcasme. Ken soupira. Il m'est arrivé de temps à autre, au cours de mes errances à travers le monde, de soulager de leur vie bien des hommes habités par le mal. J'ai le pressentiment qu'il en sera ainsi avec le baron. Par tous les démons, jura Silent avec satisfaction. Tu parles comme si tu étais un juge au tribunal et que le baron von Staller était attaché sans défense devant toi. Regarde les choses en face. Tu es armé de ta seule épée et le baron est entouré de soldats prêts à tout. Le droit est de mon côté, fit Ken sombrement. Et le droit est plus fort qu'1 millier de soldats. Mais à quoi rime tout ceci? Je n'ai pas encore vu le baron. Qui suis-je pour le condamner sans même l'avoir rencontré? C'est peut-être un homme juste. Silent secoua la tête avec étonnement. Tu es un fou inspiré, un sot, ou bien l'homme le plus courageux de la terre? Il éclata soudain de rire. En avant, cette aventure fantasque se terminera sans doute par notre mort à tous les deux, mais sa folie me plaît et nul ne pourra dire que John Silent a fait défaut à un autre homme, refusant de le suivre là où ses pas le conduisaient. Dieu est absent de ce discours extravagant, dit Ken, mais je commence à t'estimer. Ken s'avança à grands pas sur la piste qui s'élevait entre les sapins et conduisait au château. Silent le suivit. Les sabots de son cheval tintaient sur les morceaux de granit. Lorsque sa monture menaça de tomber, il mit pied à terre et marcha, tenant le cheval par sa bride. Le sentier serpentait continuellement à travers la forêt. D'immenses fougères la rendaient encore plus sinistre et primitive. À plusieurs reprises, le puritain crut qu'il arrivait à proximité du château. Pourtant, celui-ci se dressait toujours plus haut au-dessus des arbres, comme s'il cherchait à dominer le monde. Les sapins innombrables s'agitaient et gémissaient doucement, telle une assemblée de pleureurs. Autrement, un silence pesant régnait sur le sentier, accentuant le bruit de leurs pas, oppressant les 2 hommes. Finalement, alors que même le pas aisé de Ken commençait à faiblir, ils arrivèrent en vue du château. Tandis qu'ils montaient, la nuit était descendue, mais ici, sur les hauteurs de granit, il ne faisait pas encore complètement noir. Le château semblait ne faire qu'un avec la roche sur laquelle il se dressait. Des tours et des murailles cranelées se découpaient sur le ciel maussade. Pour le moment, Ken ne s'intéressait pas à l'édifice. Près de la piste, parmi les sapins, un cheval attendait silencieusement. Même dans le crépuscule, il sentit qu'il y avait quelque chose d'anormal chez cet animal. Silent voulut le suivre, mais son coursier refusa avec obstination d'avancer et il dut l'attacher à un arbre. Il me semble que ce château est fort justement nommé, la demeure du démon, en vérité, murmura Ken avec fureur, fixant le cheval immobile. Celui-ci était mort depuis longtemps et tombait en putréfaction. Des chaînes le maintenaient debout, mais la putréfaction ne pouvait expliquer le fait que ses yeux avaient été sauvagement crevés. Dans sa colère, Silent serra violemment le bras de Ken. « Par les ossements de tous les saints !» jura-t-il. « Quelle sorte de monstre a pu mutiler ainsi cette pauvre bête ?» Ken fut momentanément distrait par la violente exclamation de Silent. Il comprit ensuite qu'il n'était pas seul parmi les arbres. Avant qu'il puisse faire un mouvement, un groupe d'hommes les entourait, aussi silencieux que des fantômes. Mais ils étaient tout à fait réels, car la pointe de leurs épées piqua la gorge des 2 Anglais, tandis que l'un des hommes d'armes les désarmait. Le plus vieux des soldats s'avança vers eux.
Comme les autres, il était aussi grand que Ken. Il ne portait pas d'armure, mais des vêtements gris et ordinaires. Sa seule arme était une épée. Sous son épaisse chevelure grise, son visage large et raviné semblait usé par les intempéries, comme le granit. Son expression était apparemment moins menaçante que tristement résignée. « Quelles affaires vous amènent sur les terres du baron von Staller ?» demanda-t-il d'une voix éraillée. « Mais, » répondit Silent avant que Ken puisse exprimer sa colère, « nous sommes deux Anglais traversant la forêt noire. Nous avons aperçu de loin le château du baron et avons pensé qu'il ne refuserait pas l'hospitalité à deux voyageurs épuisés. » Le vieil homme scruta les yeux de Silent comme s'il pouvait se servir du crépuscule pour dissimuler la vérité. « Peut-être en est-il ainsi, » dit-il finalement. « Vous raconterez votre histoire à mon maître. » Les hommes, une douzaine, compta Ken, rengainèrent leurs épées, presque sans bruit, mais ils ne rendirent pas leurs armes aux Anglais. D'une allure furtive, ils escortèrent leurs prisonniers. « Occupe-toi du cheval de l'Anglais, » dit le vieillard au plus jeune des hommes d'armes, un adolescent au corps svelte et aux épaules carrées. « Vous n'avez rien à craindre, » dit-il à Silent, comme s'il surprenait son expression. « Il ne fera aucun mal à votre monture. » Tandis qu'ils entraient dans la cour intérieure, Ken s'aperçut que le château était envahi par la végétation. Par endroits, il menaçait de s'effondrer. Il tombait en ruine, comme s'il renonçait à sa forme arrogante pour se fondre à la roche et retourner au règne minéral. Le puritain frissonna. Ce n'était pas seulement à cause du froid qui se dégageait du granit de la construction. Le château lui faisait l'effet d'avoir perdu son âme. Ils entrèrent dans le donjon. Ken observa que la grande porte s'ouvrait pratiquement sans bruit. « Je vous prie d'ôter vos bottes, » dit le vieillard. Une pratique orientale, songea Ken, mais l'homme leur expliqua. « Mon maître exige le plus grand silence. N'élevez jamais la voix ici, car ce serait au risque de votre vie. » Il les précéda vers la pénombre. Ken n'avait jamais vu une demeure aussi sombre. Sur les murs, quelques torches tentaient de repousser les ténèbres. Le granit sentait l'humidité comme dans une cave. Le couloir était certainement haut de plafond, mais les ténèbres, moites, flottaient au-dessus de leur tête, plus bas que la voûte. Aux côtés de Ken, Silent regardait sans cesse autour de lui, tel un animal pris au piège. Ils arrivèrent enfin dans la grande salle du château. Il n'y avait plus de lumière ici, car un grand feu de bois flamboyait dans une immense cheminée. Sur les murs, des armes ondoyaient en une parodie de combat, baignant dans la lueur des flammes comme dans une mare de sang. Parmi elles, il y avait aussi les têtes de nombreux animaux. La lueur du feu se reflétait sur leurs gueules et faisait briller leurs yeux morts. Un homme vêtu de noir se tenait près de la cheminée. Il était puissamment bâti et plus grand que Ken. Il se tourna à l'entrée du groupe dans la salle. Il était courbé comme sous le poids d'un fardeau, tel Atlas. Il était chauve. Son visage semblait s'être réduit à la peau et aux os massifs. « Il y a 2 étrangers avec toi, Kurt, » dit-il, presque en chuchotant. « 2 Anglais, Herr Baron, » répondit le vieillard. « Des Anglais. » Il s'attarda sur le mot comme s'il était d'une rare délicatesse. « Quel est ton nom, Anglais, toi qui te déplaces avec l'allure d'un grand félin ?» Il fixait Ken. Des flammes emplissaient ses yeux. Quelque chose en lui troubla le puritain. Il était empreint d'une dignité et d'une force sereine. Pourtant, ses qualités semblaient gâtées, peut-être même transformées en cruauté. Et il y avait autre chose. « Je m'appelle Salamon Kane », dit le puritain sans oublier de baisser la voix. « Tu te nommes avec fierté, comme il sied à un homme. Et toi, quel est ton nom ?»« John Silent », fit celui-ci en parlant bas. « En vérité, ma foi, si tu portes bien ton nom, tu seras le bienvenu ici. Mais quelle mission? Écoutez. » Il s'était immobilisé brusquement, tendant une main pour leur ordonner de se taire.
Ken n'entendit rien, sinon le crépitement des flammes dans la cheminée. Les hommes d'armes étaient aussi attentifs que leur maître et retenaient leur souffle. « Elle appelle Kurt », dit le baron. Le vieillard partit à la hâte, montant un grand escalier situé à l'autre extrémité de la salle. Le baron se redressa légèrement. Il ressemblait à un arbre penché dont les racines perdent peu à peu leur emprise sur le sol. Les hommes d'armes se détendirent, mais restèrent silencieux, surveillant les Anglais. « Tu me parlais de la mission qui vous avait conduit ici, » dit le baron à Ken, comme si c'était le puritain qui s'était arrêté de parler. « Je n'ai qu'une mission partout où la Providence choisira de conduire mes pas, » répondit Ken. Sa voix était basse, mais plus forte qu'un cri. « Traquer le mal afin d'en débarrasser le monde. » Le baron l'observait attentivement. Ken fut certain de déceler une lueur étrange dans ses yeux. « Depuis des années, je n'ai jamais entendu un homme s'exprimer aussi franchement, » annonça-t-il. « Tu sembles être un homme d'honneur, Anglais. Ta quête sur mes terres a-t-elle été récompensée ?» Silent fit un signe discret à Ken pour lui recommander d'être prudent. Sans le regarder, le baron lui lança « Contrôlez-vous, mon ami silencieux. Je pense que votre compagnon est incapable de mentir. » Il eut la juste mesure de Ken lorsque celui-ci répondit « J'ai découvert un jeune garçon, étouffant au bout d'une corde sur le gibet dans la forêt. Il était trop jeune pour être pendu. Aussi ai-je coupé la corde. »« Vraiment ? Bah, aucune importance, » fit le baron avec indifférence. Sa nonchalance irrita Ken. « Si sa vie ou sa mort vous indiffère à ce point, pourquoi avoir traité ce pauvre diable de la sorte ? Ce sont mes terres. Ne mettez pas mes lois en question ici. » Le murmure du baron était aussi méchant que le sifflement d'un serpent. « Et n'allez pas croire que l'on puisse bafouer mes lois aussi facilement, » ajouta-t-il sur un ton de mauvais augure. Il se tourna vers les ombres au-delà du cercle lumineux du feu. « Ah, Kurt !» Ken n'avait pas entendu le vieillard revenir, ni aucun bruit indiquant la nature de sa tâche. « Ce soir, je dînerai avec mes hôtes, » fit le baron. Puis, changeant brusquement de sujet, ce qui fit soupçonner à Ken la folie, il demanda au puritain « Ainsi tu es venu ici pour traquer le mal, hein ? Pas d'autre raison, absolument aucune ?» Sa voix semblait à la fois menaçante et attentive, d'une façon troublante. « Aucune, » répondit Ken calmement. « Je suppose que je suis obligé de te croire. Cette nuit, vous dormirez au château von Staller, » dit-il d'un ton qui rendait imprudent tout refus. Kurt précéda les Anglais dans l'escalier. 2 couloirs s'éloignaient d'un vaste palier. Il évita celui qui était plongé dans l'obscurité et les guida le long du second, éclairé avec parcimonie. Il alluma les torches fixées au mur à l'extérieur des chambres situées en vis-à-vis, puis se retira. La chambre de Ken était magnifiquement meublée. Pourtant, elle était si vaste qu'elle semblait nue. Les rideaux du grand lit à baldaquin étaient humides et tachés par endroits. Les tentures qui recouvraient les murs étaient couleur de cendre, immaculées de poussière. Certains des meubles massifs dégageaient une odeur de sapin et semblaient en grand danger de s'effondrer. 2 des hommes d'armes entrèrent, apportant des bûches, et préparèrent un feu dans la cheminée profonde. Pourtant, même les flammes généreuses ne parvinrent pas à chasser de la pièce cette impression de décomposition qui régnait dans tout le château. Silent apparut. Il frissonnait, peut-être à cause du froid dans le couloir. « Par tous les saints, Ken, » murmura-t-il, « nous sommes en présence de quelque diablerie. Penses-tu comme moi qu'il tient enfermé ici une fille ? C'est possible. Ou alors, peut-être, est-elle malade ou garde-t-elle la chambre ?» Silent secoua la tête. Il s'apprêtait à parler, mais jura sauvagement. « Qu'il soit maudit, cet homme me fait peur au point que je crains d'exprimer ma pensée. J'ai l'impression qu'il peut m'entendre, même à travers cette porte en bois massif. » Il regardait le feu d'un air morose. Ken méditait sur leur dilemme mal défini lorsque Kurt leur annonça que le baron les attendait pour le dîner.
Dans la grande salle, le feu immense projetait des ombres derrière la longue table richement dressée et les lourds fauteuils sculptés. Kane compta rapidement et vit que les couverts avaient été mis pour le baron, ses hôtes et les hommes d'armes, mais pour personne d'autre. Le baron fit signe à ses hôtes de s'asseoir de chaque côté de lui. Ses yeux brillaient, les flammes leur prêtant une lueur d'inquiétude. Il murmura un mot à Kurt qui fit entrer les hommes d'armes. Il portait sur un grand plat un sanglier rôti. Leur allure furtive rendait Ken mal à l'aise. À l'exception de Kurt, ils semblaient encore plus immatériels que des spectres. Le baron goûta le plat et approuva. « Félicitations, Kurt !» Il expliqua à ses hôtes. « Ici, nous n'avons pas de serviteurs, ils sont trop bruyants et trop curieux. » Kurt disposa dans une assiette des morceaux de choix, puis l'emporta en haut du grand escalier. « Mes amis, vous êtes impatients d'avoir l'explication de ce mystère, » dit le baron en souriant. « La voici. Kurt a préparé ce plateau pour la baronne et l'a porté dans sa chambre, car elle ne quitte jamais ses appartements. »« Est-elle souffrante ?» demanda Ken. « En aucune façon. Elle est en parfaite santé, mais personne ne doit poser son regard sur elle. » La tête chauve se tourna vers Ken, puis vers Silent. « Ceux qui se risquent aux abords du château le font pour contempler sa beauté et sa perfection, » murmura le baron. « Mais je suis persuadé que telle n'est pas votre mission. Ce serait regrettable s'il en était ainsi, car c'est la mort pour ceux qui commettent une pareille folie. » Le jeune garçon pendu au gibet l'a appris à ses dépens, comme vous avez pu le constater. Ken était silencieux, méditant sur cette ténébreuse affaire. Son compagnon s'informa. « Mais pourquoi garder une telle perfection pour vos seuls yeux, baron ? Pas pour ces yeux-là, mon ami. » Souriant avec amertume, le baron toucha ses yeux où se reflétait la lueur du feu, car il ne voyait plus. Durant tout le repas, Ken eut du mal à regarder ses yeux morts et brillants. Il semblait privé d'âme, comme le château. Le baron mena la conversation au cours du dîner. Ensuite, il leur raconta ses exploits de chasse, bien que sur un ton amer. Ken se rendit compte qu'il prêtait constamment l'oreille au bruit provenant d'une autre partie du château. À la fin, il pria Kurt de raccompagner les Anglais jusqu'à leurs appartements. Il se tenait devant la cheminée, ses mains tendues vers le feu, comme si la chaleur intense lui permettait de voir les flammes. Kurt reconduisit les deux hommes jusqu'à leur porte et hésita. « Ne jugez pas mon maître trop durement, » dit-il, dans un murmure à peine audible. Il semblait désireux d'en dire davantage. Ken lui fit signe d'entrer dans sa chambre et referma soigneusement la porte. Malgré le feu, la pièce était glacée. Il mit d'autres bûches dans la cheminée. « Eh bien, dites-nous ce qui le possède » demanda-t-il à voix basse. « Il n'a pas toujours été comme vous le voyez maintenant. Autrefois, c'était un grand chasseur. Puis un jour, alors qu'il chassait le sanglier, son cheval favori l'a désarçonné. La chute a détraqué son esprit et lui a fait perdre la vue. Ce drame l'a transformé entièrement. Vous avez vu ce qu'il a fait à son cheval ?» Ken se souvint du cheval aux yeux crevés et son visage devint brûlant de colère. « Mais il ne nous a jamais maltraités », s'empressa de dire Kurt. « Avant ce malheur, il était le plus noble seigneur de toute la forêt noire. Alors que d'autres persécutaient les paysans pour leurs croyances, mon maître les laissa se réfugier sur ses terres, les protégeant, quelles que soient leurs convictions religieuses. Et il avait à cœur de préserver ce sanctuaire. Les paysans l'admirent ou le craignent. Ils ignorent tout de sa cécité. Et cette femme que l'on ne peut voir, demanda Silent, est-elle ici de sa propre volonté comme vous ?» Momentanément, une hésitation apparut dans les yeux du vieillard. « Elle n'a rien à craindre ici, » dit-il laconiquement. Avant qu'il puisse le questionner davantage, il se retira.
Au nom du diable, Kane, souffla Silent. Une femme est prisonnière dans ce château, nous devons la délivrer. Et je ne dormirai pas avant que ce soit fait. Ses lèvres, en s'entrouvant, produisirent plus de bruit que son chuchotement. Es-tu prête à m'aider? Oui, répondit Kane. Mais nous devons être aussi furtifs que des ombres. J'ai suivi à la trace des sauvages dans la jungle, et ils ne m'ont pas entendu, répliqua son compagnon avec un rire silencieux. Ils ouvrirent doucement la porte de la chambre, se glissèrent vers le haut de l'escalier. Le baron était assis devant le feu dont les flammes déclinaient. Il était apparemment endormi. Autrement, la grande salle était déserte. Silent prit une torche et explora le couloir non éclairé, tandis que Ken retournait dans le passage sur lequel donnait leur chambre afin de voir jusqu'où il s'étendait. Ken avait ôté ses bottes, et ses pieds nus étaient habitués à la pierre nue. Pourtant, le froid humide des dalles du couloir le saisit. Les portes des autres chambres semblaient être tombées en poussière, car les entrées béaient vides. À l'intérieur, des tableaux aux murs étaient aussi noirs que la boue. Les meubles étaient couverts d'une épaisse poussière et de champignons. L'expression de mort était oppressante ici. Il fut content de retourner vers sa chambre, n'ayant rien découvert. Silent était debout devant la cheminée, aussi près de la chaleur du feu qu'il le pouvait. Son visage semblait pâle et tiré. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiète. « Seigneur, je l'ai entendue, » chuchota-t-il. « Elle est là-bas dans une chambre au fond de ce couloir obscur. Elle chantait pour elle-même. Je n'ai jamais entendu un chant aussi beau, mais aussi triste. » Ken voyait que l'incident l'avait troublé, mais Silent se ressaisit maintenant que son compagnon était de retour. « Prions Dieu pour que sa porte ne soit pas fermée, » chuchota-t-il. « Je n'ai pas osé m'en assurer, de peur de réveiller l'aveugle. Penses-tu que nous pourrons l'emmener hors de ce château sans le réveiller ?»« Cela m'étonnerait, » dit le baron sur le seuil de la porte. Son murmure se répandit dans la pièce comme une volute de brume glaciale. Ken grogna et bondit vers la porte. Il s'immobilisa soudain. 10 des soldats du baron l'attendaient dans le couloir, leur épée dégainée. Le baron s'avança au milieu de ses hommes. Son sourire torve donnait l'impression qu'un côté de son visage était paralysé. Ses yeux étaient morts. « Vous m'avez donné une leçon, Solomon Kane, » dit-il doucement. « Mes oreilles peuvent me tromper. Je vous prenais pour un homme d'honneur, et non pour un vulgaire voleur qui profite de l'hospitalité des gens. » Ken s'avança vers le baron, prêt à le raisonner s'il y parvenait. Les épées le firent reculer. « Allez donc à cette fenêtre, » chuchota le baron en souriant. « J'ai préparé un petit spectacle à votre intention. » La fenêtre donnait sur une petite cour intérieure. Ken vit avec consternation que d'un corbeau du mur opposé pendait une corde se terminant sur un nœud coulant. Le baron apparut dans la cour, un sourire vicieux aux lèvres. Il fit un signe de la main tel un conspirateur. Aussitôt 2 hommes d'armes amenèrent un jeune homme. C'était le garçon que Ken avait sauvé du gibet. « Ne vous ai-je pas dit que l'on ne devait pas bafouer mes lois ?» Le baron ricana en entendant l'exclamation rageuse de Ken. « Allons, ce garçon m'avait été ramené avant votre arrivée ici. » Il fit signe à ses hommes de commencer. Ils obéirent aussitôt, avec efficacité. Le jeune garçon se débattit et poussa des cris, mais le nœud coulant fut vite passé autour de son cou. Ils tirèrent sur la corde. Bientôt il s'agita dans les airs, étouffant rapidement. Voyez comme il divertit son seigneur, il chante et danse pour moi. Le baron approcha une main de son oreille pour mieux entendre le gargouillement du malheureux. « Mais votre crime est plus grand, siffla-t-il, pointant son doigt vers les Anglais. Je pense que je vous ferai crever les yeux avant d'être pendu. D'abord, assurons-nous qu'aucun preux chevalier ne viendra délivrer ce criminel, dit-il. Il tira avec force sur les jambes du jeune pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Lorsque le baron se détourna et rentra dans le château d'un air décidé, Kane comprit qu'il n'avait pas une minute à perdre. « Vite !» siffla-t-il, à l'adresse de Silent. Saisissant la partie non enflammée d'une bûche brûlant dans la cheminée, il se rua sur les hommes qui se tenaient à l'entrée de la pièce. Ils s'avancèrent tous ensemble, leurs épées hérissées. Mais l'étroitesse de la porte l'aida. 2 hommes tout au plus pouvaient entrer de front. Le premier tomba à la renverse, griffant son visage brûlé. Le second battit en retraite en hurlant, ses cheveux prenant feu. Tous deux avaient lâché leurs épées. Silent s'empara d'une arme, Kane de l'autre, tout en esquivant une lame sifflante qui le taillada néanmoins à l'épaule. Mais ce n'était pas le bras qui tenait l'épée. Comme il se redressait, sa lame ouvrit en 2 la poitrine de l'homme. Celui-ci s'affaissa contre le mur, essayant de refermer les lèvres béantes de sa blessure tandis qu'il agonisait. Kane se fraya un chemin vers le couloir. 2 lames s'abattirent vers lui. Il n'eut la vie sauve qu'en se laissant tomber à terre. Mais son épée s'enfonça profondément dans le bras tenant l'épée de l'un des 2 hommes, alors que l'autre brandissait sa lame pour l'abattre et lui fendre le crâne. Kane l'empala, lui transperçant l'aine. Il ramassa l'épée de l'homme, tombée à terre de sa main libre encore valide, bien qu'elle le fît horriblement souffrir. Silent avait atteint le couloir. L'un de ses adversaires recula en chancelant, la gorge tranchée, essayant de pousser son dernier soupir. D'un coup asséné à 2 mains, il ouvrit en 2 le crâne de l'autre. « Ken !» cria-t-il pour avertir le puritain qu'un homme l'attaquait par derrière, pointant son épée comme une lance. Ken l'évita, en sautant de côté. Son épée s'enfonça profondément dans la nuque de l'homme, telle une hache dans un arbre. Ken lâcha sa seconde épée car son bras blessé était incapable de la tenir plus longtemps. Le sang rendait le sol glissant et éclaboussait ses pieds nus. Cette sensation le rendit fou furieux et il désira avec ardeur mettre un terme à ce combat. Il était également troublé par le silence fanatique de ses adversaires. À l'exception du jeune garçon qui avait hurlé, il ne poussait aucun cri et se battait silencieusement. Les murs renvoyaient l'écho des cliquetis des épées. Il n'entendrait jamais le baron si l'aveugle se glissait derrière lui. Il pivota soudain, mais l'homme qui se trouvait dans son dos était courte. Il s'éloignait rapidement dans le couloir, sans doute, pour protéger son maître. Le dernier des 10 hommes portait des coups de taille vers la lame de Silent, essayant de tromper sa garde. Silent écarta la lame d'un coup sec et enfonça son épée dans le cœur du jeune homme. « À présent, occupons-nous de notre mission », dit-il farouchement à Ken. Ils se dirigèrent rapidement vers le haut de l'escalier. Ken s'aperçut alors que Kurt n'était pas allé rejoindre le baron. Il défendait le second couloir conduisant à la chambre de la baronne. Le puritain s'avança vers lui, espérant qu'il se rendrait sans combattre. Il ne voulait aucun mal au vieillard dont la seule erreur était une loyauté excessive. À ce moment, le chuchotement du baron arriva en sifflant jusqu'en haut des marches. « Même des héros aussi indomptables que vous ne pourront enfoncer sa porte, et j'ai sur moi l'unique clé. » Il se tenait près de la grande cheminée. La lueur du feu tremblait sur la clé qu'il leur faisait voir, retenue par une chaîne passée autour de son cou. Il n'était plus courbé. Il se dressait, telle une statue héroïque, et la cheminée semblait plus petite en comparaison. Un rictus tordait ses lèvres, mais ses yeux étaient vides. Il avait décroché du mur un sabre et le brandissait devant lui. « Si vous ne me remettez pas cette clé de votre plein gré, dit Ken, je serai obligé de la prendre de force. » Le mouvement menaçant de la pointe du sabre fut la seule réponse du baron. Ken commença à descendre les marches. Aussitôt, les 2 hommes d'armes encore en vie apparurent et se ruèrent sur lui. Silent passa sa lame sanglante à travers le corps de l'un, tandis que Ken expédiait l'autre promptement. L'homme partit à la renverse et tomba au bas des marches, pratiquement décapité. La pointe du sabre du baron se déplaçait devant lui, cherchant d'un côté et de l'autre, tel un serpent. Ken se sentit mal à l'aise, presque honteux de se battre en duel avec un aveugle. Peut-être pourrait-il désarmer le baron dès le premier assaut? Il s'avança sans bruit, pointant son épée devant lui. Il dut faire un bond en arrière. Le sabre s'était brusquement abattu, découpant un morceau de chair sur son bras qui tenait l'épée.
Il avait bien pensé que le baron l'entendrait s'approcher, mais pas que sa perception des sons serait aussi précise. Il n'eut pas le temps de s'en étonner, car l'aveugle arrivait rapidement sur lui. Le sabre tinta contre son épée avec un tel choc que son bras en fut tout endolori. Avant qu'il puisse reprendre ses esprits, le sabre bondissait vers son cou. Ken faillit tomber, tandis qu'il reculait vivement, mais ainsi du sang jaillit d'une nouvelle blessure à son cou. Il essaya de ne pas lâcher pied et d'attaquer, mais il pouvait seulement parer les coups. Feinter ne l'aidait en rien. Le baron ignorait de telles ruses, comme s'il en avait connaissance. Bien plus, il semblait étrangement capable d'anticiper les coups de Ken avec une précision déconcertante. Dans sa cécité, il avait développé un sixième sens. Le bras de Ken, qui parait les coups, se fatiguait rapidement. À nouveau, il fut contraint de céder du terrain, car le sabre tailladait son flanc. S'il ne s'était pas vivement rejeté en arrière, la lame lui aurait ouvert le cœur en deux. Il observa du mieux qu'il le put, car la sueur lui brûlait les yeux, que le baron semblait souffrir violemment. L'épée de Ken ne l'avait pas touché, pourtant le visage de l'aveugle était convulsé et déformé par la douleur. Néanmoins, la violence de ses assauts ne diminuait aucunement. En battant en retraite, Ken avait un autre but en tête. Près de l'escalier, invisible de Kurt qui se trouvait sur le palier, Silent attendait, son épée prête. En reculant, Ken mettrait le baron à sa portée. Le puritain n'aimait guère cette ruse peu glorieuse, mais le temps n'était guère aux scrupules. Déjà le baron l'obligeait à céder du terrain. Le sabre de l'aveugle siffla en passant à moins d'1 pouce de ses yeux. Silent leva son épée, son visage empourpré, car il retenait de sa respiration de peur d'alerter leurs adversaires. Le sabre tinta contre sa lame, le repoussant violemment contre sa mâchoire. Silent fut projeté en arrière et tomba sur les marches inconscient. Le visage du baron se convulsa comme s'il avait avalé du poison, mais le sabre s'abattit vicieusement vers Ken. Pris au dépourvu, l'Anglais trébucha contre les marches et tomba. Le choc fit sauter son épée de sa main. Le baron se dressa au-dessus de lui et brandit son sabre pour lui porter un coup fatal. Son visage se convulsa à nouveau en entendant le fracas que faisait l'épée en heurtant le sol. À cet instant, Ken sut quel était son point faible. Comme le puritain se tordait de côté pour éviter le sabre, il prit une profonde inspiration et poussa un hurlement féroce, prolongé, comme il aurait pu en sortir de la gorge d'une bête sauvage. Le baron couvrit ses oreilles avec ses mains en poussant un gémissement. Il recula en chancelant et se prit les jambes dans une chaise. Son front heurta violemment la table. Ken s'empara du sabre tombé à terre et s'avança vers l'homme à moitié assommé. La lueur vacillante des flammes donnait l'impression que les yeux du baron suivaient les mouvements de la lame. En haut de l'escalier, Kurt s'écria « Non, pour l'amour de Dieu !» Malgré l'angoisse contenue dans la voix de l'homme et la douleur lancinante dans le bras qui tenait son épée, Ken hésita seulement quelques secondes. Dans l'intervalle, le baron s'était relevé en titubant et regardait d'un air stupide la salle tout autour de lui. Ce que sa chute malheureuse, pendant qu'il chassait, avait fait, ce nouveau choc à la tête, venait de le défaire. Sa vue lui était revenue, jusqu'à un certain point. Il s'avança en chancelant vers l'escalier avec la maladresse d'un homme ivre ou d'un jeune enfant, ignorant Ken et les armes gisantes à terre. Incertain, à présent, Ken le laissa faire et se pencha pour examiner Silent. Celui-ci était assommé, mais sain et sauf. Il entendit l'exclamation de Kurt quand le baron, ayant recouvré la vue, arriva à sa hauteur, puis lui parvinrent les bruits d'une lutte. « Non, maître !» implorait le vieillard. « Vous devez vous réhabituer progressivement, à voir normalement. Écarte-toi, vieux fou !» Kurt fut projeté à terre. Ken supposa que pour une certaine raison, le vieillard voulait empêcher son maître de voir la baronne. Il entendit les pas du baron s'éloigner dans le couloir. Une clé fut introduite maladroitement dans une serrure. Il y eut un silence tendu.
Puis la voix du baron retentit au fond du couloir, en une lamentation rauque. « Traître, vous l'avez enlevé! Voleur !» Ken entendit un cri de femme, brusquement interrompu. Kurt se releva en chancelant. Il sanglotait. Il était désarmé. Le baron lui avait pris son épée. Avant que Ken puisse ramasser une arme et s'élancer en haut des marches, Kurt disparaissait en titubant dans le couloir obscur. Presque immédiatement, il en ressortait une épée pointée sur sa gorge. Le baron se dressait au-dessus de lui. Ses yeux étincelaient comme de la glace. « Toi au moins, je pensais que tu ne me trahirais pas, » chuchota-t-il. « Mais tu l'as prise pour toi, et tu as mis cette chose à la place. » Kurt secouait la tête avec désespoir. Il ne proféra aucun son, même lorsque l'épée s'enfonça entre ses côtes et ressortit entre ses omoplates. Ses mains agrippèrent les épaules du baron. Attaque ou accolade, les deux hommes, enlacés, chancelèrent et arrivèrent au bord des marches. Toujours soudés l'un à l'autre, ils dévalèrent en bas de l'escalier, jusque dans la salle où ils restèrent étendus, immobiles. Ken saisit une torche et partit à la recherche de la femme qui avait crié. Au fond du couloir obscur, une porte était grande ouverte. Une douce lumière vacillait à l'intérieur. Il s'élança dans la pièce et s'arrêta, frappé d'horreur. C'était l'appartement d'une femme. Des tapisseries délicatement brodées égayaient les murs. Des dentelles finement tissées ornaient les meubles. Mais une épaisse poussière ternissait l'ensemble. Dans un grand lit à baldaquin richement décoré, une femme était allongée. Une tache de sang recouvrait sa poitrine et s'agrandissait lentement, telle une fleur en train d'éclore. Elle avait été transpercée d'un coup d'épée. Elle était pâle et horriblement boursouflée, comme une reine termite. Même de son vivant, elle ne devait guère être capable de bouger et de marcher. Son visage était vieux, ses traits à peine discernables au milieu de la graisse et des chairs affaissées. Une clé au bout d'une chaîne était presque dissimulée entre ses énormes seins. Ses bras gonflés se terminaient sur des mains petites et délicates. L'impression de mort ou d'inertie suffocante était la plus forte dans cette pièce. Ken retourna en hâte vers la grande salle, heureux d'être délivré de ce couloir obscur. Le baron était mort, la colonne vertébrale brisée. Kurt respirait encore, mais ses yeux se voilaient rapidement. « Que pouvais-je faire d'autre ?» balbutia le vieil homme. « C'était ma sœur, elle était veuve. Lorsque le baron a perdu la vue, je l'ai amené ici pour qu'elle le soigne et s'occupe de lui. Il est devenu obsédé par sa voix et le toucher de ses doigts. Pour lui, elle était la plus belle des femmes. Lorsqu'ils furent établis, il insista pour qu'elle reste au château. Bien sûr, c'était un honneur, mais il la confina dans ses appartements. Elle devint ce que vous avez vu. Son esprit s'émoussa et elle grossit démesurément. Comment aurais-je pu le lui dire? Que pouvais-je faire d'autre? Il semblait supplier qu'on le rassurât. Ken secoua la tête avec tristesse, ce qui parut satisfaire le vieil homme. Et c'est ainsi qu'il mourut. Silent reprit connaissance en grognant et empoigna son épée. Ken lui apprit ce qui s'était passé. Il voulut voir de ses propres yeux. Peu après, il réapparaissait, son visage couleur de cendre. Ils quittèrent le donjon et son odeur de sang pour chercher les écuries où ils trouvèrent le cheval de Silent et une monture pour Ken. Ils détachèrent les autres chevaux. Ils partirent tandis que l'aube se levait parmi les sapins, illuminant le paysage empli de brume. Au-dessus d'eux, les arbres se refermèrent sur le château qui devint rapidement flou et indistinct, comme si sa ruine et sa destruction progressaient encore plus vite, maintenant que toute vie l'avait quitté. Ils furent heureux de retrouver le sentier forestier. Ils voyagèrent ensemble quelque temps. Silent prendrait la mer pour aller combattre les pirates et Ken continuerait de parcourir le monde.
traquant inlassablement le mal, poussé par son étrange destin. Le Château du Diable est une nouvelle de Robert E. Howard, narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.